La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ah bah c'est très simple, c'est moi qui ai contacté Virgile pour le cas de Vers-sur-Marne, justement. Et c'est comme ça qu'on a D'accord. lié une amitié et qu'on a pu passer la vidéo sur Connexion Mystère. Pourquoi Virgile en particulier? Parce qu'en fait, moi je me suis abonné dès le début, j'ai vraiment apprécié la chaîne parce que je trouvais que c'était de qualité. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Ouais, puis Tout c'est bien. simplement. Ouais, puis une belle amitié Et une belle amitié en en aîné, plus. ouais. Ouais. Le rapprochement que j'ai envie de faire, c'est que c'est vrai que quand on vous prend séparément, donc je rappelle, Virgile, toi, bah, je suis désolée si c'est quelque chose qui t'embête, mais c'est vrai que ton prénom est forcément automatiquement associé au Dogman. Bruno, je commence à comprendre que tu t'intéresses à beaucoup plus de choses que ça, mais pour le coup, Oui. on est plus dans le domaine des UFO et des UAP. Pourquoi justement cette rencontre, Bruno, tu nous dis que tu étais très fan du travail de Virgile. Oui. Pourquoi est-ce que tu t'es dit, c'est cette personne-là qu'il faut que je contacte pour le cas de Vers-sur-Marne dont on va parler après? Alors en fait, moi tout simplement parce que Virgile, je le sentais très bien. Et je me dis, autant que ça soit abordé par quelqu'un qui me comprenne. Parce que moi je le voyais comme ça. Et je me suis dit, c'est la personne qu'il me faut. Si je peux me permettre, parce que tu as l'impression que c'est parfois difficile d'être compris Ah, quand on parle de ces sujets-là. Oui, c'est pas évident. Et Virgile m'a donné vraiment entièrement confiance, quoi. Virgile, t'en penses quoi de ça, justement, comment dirais-je, un peu cette difficulté qu'il y a à faire comprendre aux gens qu'on est en train de parler de quelque chose qui paraît pas sérieux, mais qui l'est totalement? Ben, c'est pas évident, comme je le dis à chaque fois, c'est un sujet très complexe et très vaste aussi, finalement, parce que l'ufologie peut être une passerelle menant à ces histoires de cryptides, de cryptozoologie. Donc, moi, je n'y ferme pas la porte, en tout cas. Donc, c'est pour ça que quand Bruno m'a contacté, qui m'a fait part de cette histoire, ben, qu'est-ce que j'ai remarqué en premier quand il a décrit ben, le récit du témoin, c'est que le témoin parle bien d'avoir vu une sorte de bête noire, alors ressemblant plus à un chat cette fois-ci, à quelque chose de Oui, peut-être de plus, oui, ouais, oui, c'est voilà, ce qu'il disait. moins canidé, on va dire, mais quand même, il y avait encore une fois, ben, déjà cette couleur noire qui revient, ses yeux jaunes, je crois, ou je sais pas. En tout cas, c'était quelque chose qui ressemblait à un C'était tout gros noir. animal C'était noir. tout noir, Voilà. les yeux noirs. Par contre, il n'y avait pas de yeux jaunes, hein. Pas de yeux jaunes, hein, C'était d'accord. noir Ok. complètement. Voilà. Donc il y a quand même des choses qui reviennent comme ça sur lesquelles ben, on ne peut pas fermer les yeux. Et on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des liens à faire entre l'ufologie et l'apparition de certains cryptides? En tout cas, moi, je n'y ferme pas les portes. Et c'est pour ça que cette affaire m'a énormément ben, interpellé. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer ben, d'aller plus loin et d'aller même ben, déjà de les faire passer sur la chaîne pour faire connaître le cas. Et puis par la suite, envisager de faire un chouette reportage tous ensemble. Et est-ce que justement, Virgile, ce type de sujet, c'est quelque chose que tu avais envisagé au début de ta chaîne? Ou, parce que c'est vrai que quand on regarde tes toutes premières vidéos, alors tu dis que la chaîne va parler de tout ce qui est un petit peu étrange, et cetera, mais en fait, très vite, ça prend, la direction principalement du Dogman. Mais est-ce que c'était pour toi ton sujet de prédilection, ou est-ce que finalement assez rapidement tu t'es dit, «Non, le Dogman, j'ai envie de parler de plus de choses que ça»? Disons que j'exprime cette envie de parler d'autres sujets parce que, disons que les EMI, par exemple, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Voilà, c'est quelque chose qui... Voilà, j'aimerais en savoir plus. Donc c'est vrai que si j'ai des témoins éventuels de ce genre enfin, de ce genre de vécu, ben oui, ça va m'intéresser. Ça va m'intéresser, tout comme les rencontres du troisième type, parce qu'on parle de rencontres avec des humanoïdes, des personnages qui parfois se rapprochent un petit peu de ce qu'on pourrait appeler des cryptides. Donc moi, j'avais aussi envie de parler de ça. Après, bien sûr, j'aime aussi que les gens, quand ils regardent une vidéo, ils puissent apprendre, se cultiver en fait. Donc si je peux mettre un petit peu de cette matière dans mes vidéos, c'est-à-dire que en plus d'apprendre
le récit d'un témoin, s'ils peuvent apprendre quelque chose sur le lieu, l'historique, je trouve ça plus enrichissant. Voilà. Donc j'étais persuadé que ma chaîne, de toute façon, prendrait la direction euh, on va dire, recensement de témoignages sur les cryptides. Cela va de soi, surtout que moi j'ai été moi-même témoin et c'est ce qui m'a donné en partie envie de créer, de construire cette chaîne. Mais je ne me ferme pas aussi à d'autres sujets. C'est pour ça que c'est Connexion Mystère et pas Connexion Cryptide ou Connexion Dogman. Super. Et alors, juste pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, EMI, c'est l'acronyme pardon, d'expérience de mort imminente, ce que les Américains appellent des NDE, les Near Death Experiment. C'est ça. C'est tous ces gens qui disent avoir, selon eux, approché la mort, être passé dans la mort, ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes. Alors parfois, c'est suite d'un accident, sur la table d'opération, ce genre de choses, mais ces gens nous disent que ça s'est arrêté de façon plus ou moins abrupte et qu'ils ou elles sont revenus dans notre monde, à nous, fait de chair et d'os. Voilà, donc c'est ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, Bruno, Oui. est-ce que toi aussi tu ressens un petit peu ce besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Virgile parlait d'un travail de documentation, d'archives. J'ai presque envie de citer un petit peu à la façon d'un Camille Flammarion qui recense des témoignages, qui essaye de normaliser, un petit peu vulgariser les choses pour les gens. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, d'essayer de rencontrer un maximum de témoins et de recueillir un maximum de témoignages sans finalement chercher à juger la véracité ou pas de ces témoignages? Alors tout à fait, parce que moi, dès que j'ai commencé à m'intéresser au paranormal, à l'ufologie et la cryptozoologie, j'ai commencé très jeune. Donc j'ai commencé à récolter des archives, des coupures de presse diverses liées à tous ces univers. Et depuis l'âge de 9 ans, je me suis intéressé à ça. Et après, bah, j'ai voulu développer, je fais partie même des archives françaises en ufologie. Donc moi, c'est mon but de conserver tout ça. Il y a un vrai travail pour toi de conservation des connaissances et de ce Tout à qu'on fait. a, des témoignages. Tout à fait. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, bah, je découpais des coupures de presse liées aux histoires de fantômes, à l'ufologie, aux créatures étranges. Je récoltais tout ce qui était mystérieux en fait. Tu les as gardés, tout Je, ça? je les ai gardés, oui. Oh waouh, ok. C'est génial. Ça doit valoir, enfin, pour nous dans notre monde, ça doit valoir son pesant d'or. Ah bah Tu dois avoir carrément, j'ai des. commencé, je me suis intéressé aux ovnis à l'âge de 9 ans. Et depuis l'âge de 9 ans, bah, je récolte tout ça. Énormément d'archives, de livres super rares, toutes les références intéressantes dans ce domaine-là. Alors ça me fait sourire parce que là je suis dans mon studio et je tourne la tête et en fait juste à côté de moi, il y a ma collection de ce très vieux magazine. Je pense que vous allez connaître, mais ceux qui sont un peu moins collectionneurs que nous, ou Oui. collectionneuses, vont pas forcément connaître. J'ai ma collection de Facteur X. Ah, Alors, figure-toi, River, que j'ai toute la collection des je, Factor je X. les ai aussi. Je les Je ai. les ai aussi. Ah oui. J'avais même J'ai- conservé les magazines mystères de Eh l'époque. oui, bien sûr. Moi, je me suis fait un plaisir. J'ai racheté la collection complète sur eBay avec le classeur et tout. Et ça me fait marrer parce que je me dis, vous allez peut-être me dire, je suis un peu un vieux con, mais je me dis, les nouveaux, les petits jeunes qui s'intéressent là maintenant au paranormal avec YouTube, etc., ils connaissent pas ça. Ils n'ont pas eu cette joie de tomber sur ces magazines dans lesquels on parlait, bah voilà, là, j'en ai un sous les yeux, c'est celui que j'ai mis devant parce que forcément il y a Bigfoot et que c'est mon sujet préféré, mais rien que sur la couve, informatique, ces ordinateurs qui tuent, OVNI, les pilotes de l'avion témoignent, Marie-Thérèse de Broze, OVNI reporter, enfin, il y avait énormément de choses. Je pense qu'on a un peu tous et toutes été baignés là-dedans. Est-ce que tu penses, ou Virgile, toi aussi, puisque toi aussi tu les as, est-ce que vous pensez que quelque part, on est devenu ce qu'on est, un petit peu parce qu'on a eu ces choses-là dans les mains assez tôt? Ah bah complètement. Moi, je sais que c'est ça qui m'a amené à tous ces sujets. Dès l'enfance, bah, je découpais des coupures de presse. Je me rappelle, j'avais lu un vieux magazine Historia où il parlait justement de la vague 1954. Et Ouais. moi, ça m'a intéressé, et c'est ça qui m'a lancé dans l'ufologie, les ovnis. Et c'est devenu une Alors passion.
Juste pour rappeler aux gens qui nous écoutent, la vague 1954, c'est une vague de témoignages qui a eu d'apparition, je crois, en France et en Oui, Italie. Oui, en Italie également. oui, c'est ça. En France et en Italie, ça s'est déroulé pendant la période de septembre-octobre. Il y a eu énormément de rencontres du troisième type, et c'est une des plus grandes vagues françaises. Est-ce que du coup, cette vague, toi, tu l'as un peu étudiée Ah en bah, ayant grandi avec tes connaissances, etc. ah oui, tout à fait. Je me suis amusé à récolter en fait toutes les descriptions d'aliens qui avaient été vues sur Terre. Et justement, bah, la vague 54, c'était très important parce que là, il y avait une grande diversité. Alors ça c'est un sujet hyper intéressant. Du coup, je vais rebondir avec une question que j'ai. Dans tout ce qui est UFO, UAP, rencontres du troisième type, donc tout ce qu'on appelle les RR, les rencontres rapprochées, avec à chaque fois un chiffre pour selon le type de rencontre, etc. Oui, Il y a des effets de mode, comme dans tout. Et c'est vrai qu'il y a eu, bah, par exemple, pendant un moment, c'était vraiment les soucoupes. Donc c'était vraiment la soucoupe ronde avec limite le petit globe au-dessus avec les deux petits aliens, les petits verres à l'intérieur. Après, on a eu les triangles. Après, on a eu, enfin, il y a eu plein de modes comme ça. Et toi, tu me parles justement de types d'aliens, la façon dont ils sont décrits, etc. Pour vous, d'où ça vient cet effet de mode et à quel point est-ce qu'on doit se questionner sur pourquoi est-ce que dans les années 60, tout le monde voyait des soucoupes volantes et pourquoi est-ce que maintenant, tout le monde voit des orbes? alors en fait, bah, c'est très varié. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les soucoupes volantes, effectivement, dans les années 50, il y a eu énormément de descriptions. Mais là, à l'heure actuelle, il y a toujours eu des descriptions de soucoupes volantes. Il y a des descriptions de triangles, des boules lumineuses, des triangles diverses, de différentes sortes. On a des cubes, on a des formes complètement hallucinantes, des choses qui correspondent à rien en fait. Mais ça a toujours existé en fait. C'est pas vraiment basé sur certaines années. Du coup, cet effet de mode, il serait plutôt induit par ce qu'on voit dans les médias. C'est-à-dire Tout, que ces phénomènes existent toujours, par contre, on n'en parle plus. tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai un témoignage de soucoupe volante, ça date de 2021. Bah, c'est un témoin qui a fait une observation d'un engin en forme de soucoupe avec des hublots. Cet engin a décollé à une vitesse vertigineuse. Il a été très très marqué par son observation. Et ça, c'est un D'accord. témoignage vraiment récent. Oui. OK. Et Virgile, toi, même question par rapport à tout ce qui est crypto, ou même si tu as un avis hein, par rapport aux UFO, les effets de mode là-dedans, est-ce que, ne serait-ce que par exemple par rapport au Dogman, ou alors, bon, on va l'appeler l'homme sauvage, mais au final, ça peut être plusieurs choses, est-ce que tu as remarqué pareil, tu as l'impression qu'il y a des espèces d'effets de mode, c'est-à-dire des descriptions qui tout d'un coup vont changer au bout de quelques années? Euh, j'ai envie de te dire pas vraiment finalement, parce que si on se réfère à nos vieux bouquins de folklore, de contes de fées, ben, je trouve qu'on décrivait déjà très bien ce qu'on appelle le loup-garou. Donc je pense qu'il y a des personnes qui peut-être voyaient ce genre de choses, que ce soit maintenant ou dans le passé, mais qu'avec l'ère d'Internet, et puis nous sommes en 2024, les gens maintenant, ben, on parle plus facilement. Il y a des gens qui sont prêts à nous écouter. Il y a de plus en plus de chaînes comme celle, ben, par exemple, où ils chassent des fantômes. Et je pense à toi là-dessus, River. Voilà, donc ça veut bien dire et ça nous rappelle que ben, les gens commencent à, comment dire, à s'ouvrir beaucoup plus qu'avant, même si c'est pas encore, j'en fais pas bien sûr une généralité, mais je trouve que ça donne de l'espoir, ça donne de l'espoir. Et tous ces gens qui ont vu des choses dans le passé ben, viennent nous le raconter maintenant parce qu'ils en ont l'opportunité. Ils ont quelqu'un qui les écoute. Et donc à partir de là, moi je pense pas forcément que ça soit un effet de mode. Après, peut-être qu'effectivement le fait d'en parler peut influencer certaines personnes à vouloir s'imaginer en avoir vu. Ça peut être possible. Mais voilà, il suffit d'ouvrir nos bouquins
il y a très longtemps, ou même les histoires que que nous racontaient nos grands-parents. N'allez pas dans les bois, vous allez vous faire manger par le loup-garou. Voilà, donc il y avait quand même déjà énormément de récits, énormément de croquis, d'images Ils sur auraient fait ces... n'importe quoi pour pas qu'on fuit la maison. C'est aussi le cas, Comment effectivement. traumatiser une génération entière? Effectivement, ouais, c'était pas la même pédagogie, ça c'est sûr. Mais donc non, pour moi, je pense que c'est plutôt l'ouverture d'esprit qui a fait, et l'ère d'Internet qui a permis que les gens puissent se livrer comme ça. Et pour revenir à la question précédente, alors effectivement, moi j'ai été bercé par X-Files. Dès qu'il y avait ce fameux Facteur X qui sortait, alors oui, je pense que ça a influencé, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à nous poser des questions, à nous faire imaginer des choses, et qui font du bien aussi à la conscience. Et maintenant, est-ce que ça joue un rôle? Pour moi, je pense que oui. Pour une génération, oui. Mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont de la même génération que moi, et eux ont été bercés aussi par X-Files, ont lu ces magazines, mais finalement, à l'heure d'aujourd'hui, pour être poli, ils s'en battent complètement le coquillard de tout ce qui est chasse aux fantômes ou ovnis et tout ça. Donc voilà, c'est deux poids, deux mesures, j'ai envie de dire là-dessus. C'est vrai qu'on a tendance à entendre: «Oh mais oui, mais il y a de plus en plus de témoignages, c'est parce que c'est devenu la mode», et on a juste envie de dire: «Non, non, en fait, ces témoignages ont toujours été là, c'est juste que maintenant, il y a des gens qui les écoutent, en fait», et par conséquent, effectivement, nous, on est là pour propager un peu, leurs témoignages et puis en faire quelque chose, en fait, essayer de. J'ai plus envie de penser comme ça, effectivement. Ouais, moi j'en suis persuadée, mais comme c'est le cas mais même en sortant du paranormal c'est le cas avec beaucoup d'autres sujets où on nous dit: «Ah mais c'est la mode», mais pas du tout. C'est juste que maintenant il y a internet, qu'on a la parole, que ces gens-là peuvent, que justement tu parlais de ces histoires de grands-parents et cetera, et ben, ces histoires qui faisaient partie avant des légendes et du folklore, elles quittent ce domaine du folklore et elles sont en train de tout doucement de devenir des réalités. Et je pense que ce soit, alors oui, effectivement, moi avec mon travail, toi aussi Virgile et toi aussi Bruno, à chacun, son activité, ça contribue aussi un petit peu à ça et à faire en sorte que voilà, je sais qu'aujourd'hui vous avez été recueillir le témoignage, de quelqu'un ou de quelqu'une, je vais pas trop vous en demander parce que j'imagine que pour l'instant c'est secret. Hem, Peut-être que cette personne, ça va vraiment changer quelque chose, pour elle ou pour lui, d'avoir eu ces oreilles qui vont l'écouter sans le juger, le croire ou pas, ça vous appartient, mais en tout cas, l'écouter et recueillir son témoignage. Et ça, je trouve que c'est, est-ce que ça a de la valeur pour vous de tout ça? Est-ce que vous vous rendez compte, de la valeur que peut avoir la parole des gens? Est-ce que c'est une pression? Est-ce que vous vous en rendez compte? Alors, je laisserai finir Bruno parce qu'aujourd'hui, il a pu voir le témoin repartir. Il a vu le témoin arriver. Et enfin voilà, il a vu le témoin arriver et partir. Et je pense qu'il a pu voir le changement qu'il y a eu sur son expression du visage. Et c'est pour ça que je le laisserai prendre la parole après. Parce que j'ai vraiment envie qu'il puisse partager ce moment qu'il a vécu avec moi aujourd'hui. Et moi, je pense que le plus difficile, c'est de ne pas être dans le jugement. C'est vraiment très, très difficile. C'est comme la remise en question. Souvent, les gens, ils ont beaucoup de mal à se remettre en question. Ils veulent toujours avoir raison. Leur point de vue est le Mmh. plus important. Mmh. Et c'est vrai que c'est pas évident. Ben là, c'est pareil pour le jugement. C'est-à-dire qu'il faut faire abstraction de... comment dire, quand on a un témoin en face de nous, c'est compliqué de... Moi, je pars du principe que j'écoute déjà. C'est déjà quelque chose d'important pour le témoin. Et puis j'essaye d'en savoir un maximum, c'est-à-dire d'avoir le plus de détails possible sur ce qu'il a vécu. Après que les gens doutent, ça c'est autre chose, c'est à eux de jauger. Moi je ne suis pas là pour de suite être dans le jugement ou le mettre en porte-à-faux. Parce qu'à partir de là, on peut perdre le témoin ou il va se dire attends, il me fait venir pour parler, mais finalement il ne croit pas en mon histoire. Mmh. Donc il faut Ouais, faire très très attention à ça parce que derrière chaque témoin, je le répéterai jamais assez, mais il y a un humain, donc on peut le froisser absolument. très rapidement. Donc Mmh. voilà, moi, comme je dis, on peut croire, on ne peut pas croire, c'est à eux de voir. Moi, mon boulot, c'est d'écouter, de faire mon maximum pour que les gens détaillent au mieux leur observation. Après, c'est vrai que c'est acquérir aussi la confiance. Des fois, quand je fais des interventions auprès de personnes étrangères, je pense à certains témoignages américains, c'est vrai Ouais. que ben là, il faut parler avec eux
souvent la nuit, donc on ne dort pas beaucoup, mais c'est une manière d'acquérir leur confiance. Et c'est vrai que, parce que ben, ils se disent c'est qui, d'où il sort lui, le petit français là, qu'est-ce qu'il veut. Et donc là aussi, il faut acquérir la confiance du témoin. Enfin, je dis américain, mais parfois ça peut arriver aussi ici. C'est-à-dire qu'un témoin va dire non, j'ai pas envie de témoigner pour l'instant, puis on est surpris, quelques années après ou quelques mois après, il se dit bon, ben finalement, j'ai décidé de prendre la parole. Après tout, ça me fera sûrement du bien. Donc voilà, il y a plein de témoins aussi qui ne témoignent pas, j'ai juste leur témoignage écrit. Mais c'est vrai que c'est une satisfaction de savoir que des gens, déjà, aient le courage de parler, grâce à à la création d'une ou de certaines chaînes. Et pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est que les gens n'aient plus peur de parler, et si ça peut les aider à se libérer d'un poids, d'un fardeau, et qui se sentent mieux après, pour moi, je me dis que finalement, l'essentiel est fait. Bah complètement, parce que moi j'étais un peu plus en retrait. Bon, j'ai écouté parce que c'était Virgile qui faisait l'interview du témoin. Mais c'est vrai que j'ai vu l'évolution du début qu'on a vu le témoin et à la fin. Le témoin au début, il n'était pas trop sûr de lui, il n'osait pas trop parler. Et après, il s'est beaucoup plus ouvert à nous deux. Et là, on a eu certaines révélations. Moi, je lui ai posé des questions sur justement sa rencontre, mais aussi d'autres rencontres qu'il aurait eu des liens avec d'autres personnes sur des créatures étranges, justement. Et vous avez l'impression vraiment que ça, vous lui avez un peu enlevé un poids peut-être sur les épaules qu'il avait? Tout à fait, tout à fait. Moi, il m'a évoqué une histoire d'OVNI avec une dame âgée. Donc, je suis rentré dans les détails, je voulais en savoir plus. Il m'a parlé qu'il avait vu des êtres transparents. Donc tout ça, ça m'a intrigué. Je voulais vraiment avoir le plus de renseignements possible sur ce cas. Et je lui ai même posé d'autres questions par la suite avec d'autres thèmes qui me passionnent. Mais non, non, il était vraiment détendu et j'ai senti qu'en partant, il Ouais. s'est dit, bah tiens, ça y est, ils m'ont écouté. C'est ça, c'est que quand il est parti, et c'est là où je l'ai fait remarquer à Bruno, et j'étais content qu'il soit avec moi pour le voir, c'est que en fait, tout son visage rayonnait différemment. Quand il est arrivé, on le sentait beaucoup plus dans la Sur la réserve. froideur, mais en même temps c'est normal, c'est pas évident, il nous rencontre pour la première fois, il a besoin d'avoir confiance, et c'est vrai que quand il est parti, je l'ai senti vraiment, son visage rayonnait, il était content, il avait le sourire, ah, ben, c'était super et tout, et voilà, il se sentait bien. Et j'ai l'impression que le fait de l'avoir écouté, sans porter de jugement à ce qu'il disait, en le laissant raconter ce qu'il avait vécu, mais aussi d'autres histoires annexes, j'ai l'impression que oui, il se sentait mieux en tout cas. En tout cas, c'est l'expression de son visage qui me l'a fait penser. Alors en parlant de justement de témoignages qui paraissent comme ça un peu invraisemblables, mais qui selon moi, sont hyper intéressants, on va revenir justement sur ce cas, de Vers-sur-Marne. Oui. Alors est-ce qu'il y en a un qui veut bien, me faire l'amabilité de résumer, assez rapidement, ce qui s'est passé à Vers-sur-Marne? Parce que c'est un des cas les plus connus, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent absolument pas ce que c'est. Et après j'aurais une question par rapport à ça. Moi, je vais t'en parler parce que c'est une enquête qu'on a menée avec Anne. Donc, s'il faut savoir, le cas de Vers-sur-Marne, ça a été enquêté par Rémi Fauchereau, un ufologue de Lyon. Il nous a confié le dossier de Vers-sur-Marne, à moi et Anne. On s'est retrouvé avec un gros pavé. Il a fallu qu'on retrouve le témoin, Gilles Brix, qu'on a retrouvé. Alors, à savoir que Gilles Brix a vécu avec son frère de 1977 à 1978 des événements vraiment incroyables. Donc, la première observation, il aurait vu un vieillard, une espèce de druide. La deuxième observation, c'était l'aide panneau, c'est-à-dire un être tout noir qui aurait fait un bond incroyable. Il y aurait eu aussi une observation d'un être qui était derrière leur voiture, qui les observait avec des grands yeux noirs. Et il y a eu le final, la quatrième rencontre, c'est-à-dire celle de 78, la plus intéressante. Ils ont été sur Paris, ils ont rencontré un groupe de gens qui avaient vécu en fait des expériences similaires à Vers-sur-Marne. Ils auraient aperçu un espèce de triangle vert et ils ont entendu la conversation. Gilles Brix a pris contact avec eux et ils se sont dit bah tiens on va retourner sur les lieux. Et en fait ce fameux mars 1978 ils se sont retrouvés dans le bois de Vers-sur-Marne et là ils ont vécu l'une des histoires les plus incroyables de l'affaire. Donc là en fait ils ont vu des êtres noirs de différentes tailles, de 1,20 m jusqu'à 2,50 m les plus grands, des êtres tout noirs, sans mains, sans pieds, sans rien, mais tout sombre, avec des gros yeux noirs.
Et ils auraient aperçu par la suite, bon, c'est surtout Gilles Brix qui a vécu ça, une espèce de masse noire qu'il a pris pour un chat, qui se déplaçait très rapidement. Ils ont pris un coup de panique, ils sont sortis, et ça a été vraiment la dernière histoire la plus intéressante. Et par la suite, Gilles Brix a eu pas mal de sensations bizarres, il a eu de la télépathie avec des êtres, pas mal de choses par la suite, suite aux événements. Le témoignage justement de Gilles, je mettrai le lien en description. La vidéo que vous avez fait en live Tout à fait. avec Bragi, Gilles, Virgile et toi, Oui, et Anne, pardon, on va pas l'oublier, la pauvre. oui, Anne Mézidol, tout à fait. Ce fameux Gilles, je vais reprendre un point de son témoignage, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de témoignages invraisemblables, parce que, alors ce qui m'intéresse, c'est pas du tout est-ce que vous y croyez ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un nous raconte qu'il a vécu ça. Ce Gilles nous parle d'un panneau de signalisation, donc un panneau tout bête, qui se trouve en bordure donc de ce bois à Vers-sur-Marne, qui est sur le côté d'une route, et donc il y a d'un côté la route, le panneau, et de l'autre côté un bois ou une forêt. Et Gilles explique qu'il a vu ce panneau se transformer en humanoïde. C'est la forme que tu évoquais, Bruno. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on réagit quand on est face à quelqu'un, et on le voit sur le live, c'est pour ça que je mettrai le lien, parce que c'est très important, Oui. on le voit qu'il est marqué, il est hyper marqué par tout ce qu'il a vécu, Gilles. Comment est-ce qu'on réagit quand on a quelqu'un face à soi qui nous raconte quelque chose comme ça, qui dépasse complètement l'entendement? Moi, j'étais pas trop étonné, parce que j'ai l'habitude, étant ufologue, d'avoir eu des histoires complètement incroyables. Et c'est vrai que ce cas de transformation, ça m'a pas plus étonné que ça. Et je me suis dit, ok, je vais l'écouter. Et j'avais tellement en face de moi une personne convaincante, parce que Gilles Brix c'est vraiment quelqu'un d'honnête, c'est pas quelqu'un qui est là pour se faire de la publicité. Et ça, je le redis, parce qu'il y a eu quelques critiques sur le cas de Vers-sur-Marne, et c'est important de le préciser. Lui, il avait vraiment vécu comme si c'était un panneau. Mais en fin de compte, c'était pas un panneau, c'était un être... C'était bien un être qui a fait un bond. Si je peux me permettre, moi j'ai rencontré ce témoin, j'ai eu la chance de l'avoir en face de moi quand je suis monté sur Paris. Et c'est vrai que c'est une personne qui m'a l'air tout à fait sincère, qui a l'air d'avoir surtout toute sa tête. Et j'ai envie de dire que finalement, quitte à être reconnu à travers une histoire, autant River que toi Bruno, est-ce que vous iriez raconter personnellement, dites-moi-le, inventer qu'un panneau va se transformer en une silhouette noire et faire un super jump de plusieurs mètres. Enfin, je veux dire, quitte à raconter une histoire, ça déjà je l'oublie, parce que je me dirais, j'y penserais même pas en fait, de faire transformer un poteau en un personnage noir, ça j'y penserais même pas en fait. Je penserais à d'autres choses, tu vois. Et en plus, qu'est-ce que t'as y gagné à dire ça, quoi, c'est ça encore le pire, quoi. Je me dis qu'à partir de là, déjà, ça mérite réflexion, quoi. Donc avec tout ça, c'est difficile de dire que ce mec-là a complètement halluciné et inventé ce genre de propos. Parce que quitte à inventer des choses, et c'est là où c'est moi qui pose la question à River et à toi Bruno, est-ce que vous irez inventer ce genre de truc, un panneau qui se transforme, quoi, par exemple? Bah non. Jamais. Ça va Et loin. surtout Jamais. pas Jamais. aller sur Internet en parler. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi, Virgile, et c'est quelque chose que j'applique aussi quand on me parle de mon sujet de prédilection, c'est-à-dire les fantômes. C'est vrai que, alors c'est pas j'accorde plus d'importance, c'est pas ça, mais ça va plus m'intéresser quand on va m'amener un témoignage qui va être un peu loin des clichés, des idées reçues, des témoignages qu'on a entendus 25 fois. Je le dis très souvent aux gens qui suivent mon travail, là je sais que s'ils m'écoutent, ils sont en train de rigoler. Parfois, la personne qui va vous raconter un truc qui va vous paraître complètement bizarre, stupide, à nouveau invraisemblable, c'est peut-être la personne qui va dire réellement la vérité. Parce que comme tu le dis, Virgile, déjà, aller parler, donner son témoignage à visage découvert, et on le sait parce que souvent on a des témoins qui veulent pas montrer leur visage, et là ce Gilles, il accepte de montrer son visage, de raconter son histoire plusieurs fois, de retourner sur les lieux, etc., etc. Faudrait être quand même un peu fada pour inventer une telle histoire. Si on invente un mensonge, on va pas aller chercher aussi loin que ça. On va dire, oui, j'ai vu une soucoupe, voilà. Justement, tu l'as dit, le problème c'est que quand on rencontre cette personne, c'est qu'il n'est pas fada. Il a toute sa tête. Ce gars-là, il est comme toi et moi. Il est tout à fait normal.
cérébralement bien constitué, pourquoi il irait inventer qu'un panneau se transforme en être noir? Moi, j'irais, je sais pas, moi, direct, je dirais, ouais, j'ai vu une bestiole, elle est venue sur Voilà. un gars, il a Mmh. arraché le bras, tu vois, un truc plus Ouais, ouais. consistant, plus Mmh. phénoménal, quoi. Et surtout, River aussi, ce qu'il faut savoir avec Gilles Brix, son frère Patrice Brix, qui est décédé, a été témoin aussi. Et il y a eu 10 autres personnes qui ont été témoins aussi des affaires de Vers-sur-Marne. Ça, c'est bien de le préciser. Il y a quand même un nombre de témoins qui, en plus, peuvent voilà, corréler un peu tout ça. Est-ce que c'est important pour vous que les gens y croient? Moi, pas forcément, mais je veux transmettre un message. Il y a quand même une certaine réalité. Voilà. Après, je les incite pas à croire absolument au phénomène. Mais voilà, si ça peut ouvrir certaines portes. Ouais, moi, c'est un peu pareil, je forcerai jamais les gens à croire, ou même, bon, nous, on est censé être, enfin, je suis censé être, qu'on dit, influenceur. Sauf que j'aime pas ce terme parce que je ne cherche pas forcément à influer les gens à forcément croire. Influencer les gens à être plus curieux, oui, et j'assume. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, on tend vers ça, on va vers ça. On le voit bien. Au bout d'un moment, les gens, ils allument la télé, ils ont quoi? Des tueries, la guerre. Enfin, au bout d'un moment, c'est que de la négativité. Je pense que les gens, ils ont aussi besoin de rêver, de voir des choses positives. Et je pense que c'est nécessaire même pour soi, pour tout le monde, parce qu'à force de voir toute cette négativité, et puis aussi toujours cette noirceur qu'on a tendance à badigeonner sur la race humaine, sur l'homme, sur l'humain en général. Ouais, l'humain, c'est un enfoiré, il fait tout de travers, il fait tout de mal. Mais bien sûr, il faut apprendre de ses erreurs, donc on en a fait et on va continuer à en faire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'on est tous mauvais, ça ne veut pas dire que l'humain est une race qu'il faut anéantir parce qu'ils foutent le bordel partout. Alors oui, on n'est pas parfait, mais je pense que si on s'arrête un petit peu, qu'on met pause et qu'on se renseigne, qu'on regarde aussi de quoi on est capable, quand on est ensemble, qu'on agit ensemble, on sait aussi faire des choses merveilleuses. Et j'ai envie aussi voilà, de tendre, enfin, d'aller vers cette perspective, se dire que l'homme n'est pas que mauvais, qu'il fait aussi des choses incroyables. Et ça manque énormément. Et si nos chaînes, que ce soit autant la tienne, River, que la mienne, marchent aussi bien aujourd'hui, c'est parce que les gens ont besoin de se déconnecter de tout ça. Et si c'est des fantômes, et si c'est des cryptides ou de l'ufologie, je pense que maintenant, après, libre à eux d'y croire ou pas. Ça, c'est eux que ça regarde. Mais moi, en tout cas, je fais de mon mieux pour donner cet espoir. Et je pense que le mystérieux est la plus belle passerelle pour entrevoir cet espoir futur. Toi, Virgile, par rapport à tout ce que tu disais, là, je t'écoute, en fait, ce que j'en retiens, c'est vouloir, pourquoi pas, essayer de créer un peu une unité et que les gens se rendent En compte fait, que... je vois plus loin que le simple fait de parler de cryptozoologie, de créatures, de tout ça. Je pense que nous avons besoin de positivité. Je pense que c'est nécessaire, c'est utile, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça à s'auto-persuader que l'humain est mauvais, qu'on est là que pour foutre le bordel sur la planète Terre, qu'on ne peut pas vivre en communion avec qui que ce soit. Il faut arrêter. Il faut, au bout d'un moment, non. Je vois plein de belles choses à chaque fois que je me lève, tous les jours. Donc je pense qu'il faut arrêter d'influencer les gens à penser, d'avoir ces pensées sombres, parce que même sur quelqu'un de bien, je pense que ça peut jouer un rôle, toute cette négativité. Parce que même Bien si on se sûr. dit, oui, je suis quelqu'un de correct, je respecte tout ça, nana, ben, à force de regarder toutes ces images négatives, toutes ces choses qui se passent, on en vient presque à se convaincre que quelqu'un de bien, ça suffira pas parce qu'on est foutu, ça y est, c'est fini, ça va être la fin du monde chaque semaine. C'est pour ça que j'utilise le mystère pour, ben voilà, pour essayer de montrer aux gens que ben, il y a d'autres choses qui se passent autour de nous, que c'est pas juste boulot, dodo, enfin voilà, le grand classique de la vie habituelle, mais qu'on a le droit aussi de rêver. On a le droit aussi de penser que d'autres choses plus formidables, plus incroyables se passent autour de nous, mais que peut-être que finalement, pour l'instant, ça ne nous est pas accessible, ben parce que on se ferme à ça et on ne veut pas l'accepter parce que on veut rester dans cette normalité et pas prendre de risques. Mais moi, ce risque, je le prends et je l'assume parfaitement. Donc, si ma chaîne peut
permettre à des gens d'être plus curieux, d'être plus ouverts, ou je sais pas, même que ça leur fasse du bien, eh bien, tant mieux, tant mieux. Et après, par contre, il faut savoir que quand les gens témoignent, je ne réalise pas ça pour faire de la fiction. Les Mmh. gens ont le droit de voir ça comme de la fiction. Je ne les interdis pas là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça peut les divertir et en même temps, on n'a pas trop le choix. Il faut aussi divertir le public, les gens qui regardent, c'est normal. Mais ça part toujours du sentiment que le travail qui va être fait va être sincère et honnête. Il n'y a pas de triche, quoi. Et c'est pour ça Mmh. que dès que j'ai créé ma chaîne, ben, il y a on sait qui je suis, hein. Nom, prénom, je me cache derrière rien du tout. Comme ça, je me Mmh. dis, ben, le fait de jouer la carte de la transparence, ça va permettre aussi à des témoins peut-être d'avoir plus confiance en eux. Voilà. Je reconnais tes mots, je reconnais, ce que, ton travail, inspire. Ça m'inspire la même chose et j'imagine, pour Bruno, c'est pareil Oui. et si je prends un peu de recul, je me dis: «C'est rigolo» parce qu'on parle de rêver et d'amener du positif, et des valeurs, je pense, comme vous, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est des choses qui nous amènent nos sujets là de «d'expertise» entre guillemets, c'est des choses qui nous amènent énormément de points positifs dans nos vies alors que on part quand même d'un sujet d'une bête féroce, moi de fantômes, de gens qui reviennent d'après la mort et Bruno, des, petits vers, ou des petits gris, qui peuvent venir, nous enlever et cetera. Est-ce que c'est des sujets qui vous font encore peur? Moi, personnellement, non, parce que depuis l'enfant, j'ai toujours été attiré par le bizarre, le mystérieux. J'ai toujours été attiré par des créatures. Moi, ça m'a jamais fait peur, personnellement. Alors moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone il n'y a pas si longtemps, avec qui j'ai eu une longue discussion, qui est embaumeur. Il m'a révélé Ouais. certaines choses, et il m'a dit, si tous mes confrères se mettaient à parler de ceux qui vivent, eh bien je peux vous dire que le monde verrait la mort d'une autre façon. Mais encore une fois, c'est parce que il y a le fait de, si je prends la parole et que j'exprime et j'expose ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, est-ce que je vais être pris pour un faux ou est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Le problème, il est toujours là. Mais, comme je l'ai dit auparavant, moi j'ai cet espoir de me dire que les gens vont avoir de moins en moins peur de parler, vont s'ouvrir de plus en plus. Après, bien sûr, il faudra faire très très attention, parce que même si on parle de positivité, finalement, c'est sûrement le travail le plus difficile à faire. On parle d'utopie, mais l'utopie, c'est inaccessible parce que c'est sûrement un travail qui demanderait plusieurs vies, ne serait-ce que des gens qui se respectent. Tous les gens arrivent à se respecter sans s'entendre, mais au moins le respect d'être ce que l'on est. Eh ben, ça demanderait un travail colossal sur des vies et des vies et encore des vies. Donc c'est un travail très complexe, très 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 difficile. Donc notre travail en soi est difficile parce qu'on veut montrer aux gens que des choses autres que ce que l'on vit tous les jours puissent exister. En tout cas, on nous laisse imaginer que ça puisse exister. Donc c'est pas évident. Donc moi, est-ce que j'y crois? Ben, j'ai envie de te dire, avec ce que j'ai vu, je suis censé y croire. Mais je ne veux pas forcer les gens à y croire non plus. Parce qu'il faut aussi rester dans l'idée que douter ou même l'aspect critique est important aussi. Parce que bon, c'est très bien que l'homme, quand il a le pouvoir sur quelque chose, quel que soit le thème, et Dieu sait que le paranormal, l'ufologie et tout ça, ou même la cryptozoologie, même moi j'ai du mal avec même le terme cryptozoologie, C'est je quoi veux qui dire, t'embête avec ce terme? ben parce que cryptide, en fait, c'est censé vouloir dire animaux non répertoriés. Pour moi, quand on parle d'un humanoïde qui arrive à se cacher, si c'est juste animal, qui arrive à se cacher de l'homme jusqu'à maintenant, au bout d'un moment, son intelligence est bien supérieure à un simple animal. Donc voilà, ça me paraît compliqué de dire que c'est juste des animaux. Alors peut-être Mmh. qu'ils ont une partie animale, là, je ne remets pas en question cette chose-là, mais moi je suis persuadé qu'il y a quelque chose de plus. Donc c'est juste pour ça que j'ai un peu de mal avec le terme. Même si je le comprends, il n'y a pas de souci, et que je l'utilise même. Je sais pas si tu es OK avec ça. Alors c'est vrai que tu es tout le temps en train de récolter des témoignages. Du coup, je vais un peu te demander le tien, Virgile. Tu as rencontré Dogman, tu as vu Dogman. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise, de nous raconter ce qui s'est passé ou bof? Oh, il n'y a pas de souci, hein. Bon, après, je pense que beaucoup de gens l'ont déjà entendu, hein. Je l'ai partagé pas mal de fois. Bah, c'était en 2003. C'était en soirée. Voilà. Enfin, en tout cas, il faisait nuit.
Alors, est-ce que c'était en soirée ou au milieu de la nuit? Je ne peux pas le préciser. Je roulais pour aller rejoindre ma petite amie de l'époque, voilà. Et c'était entre Pulloran et Groyer. Et c'était, voilà, j'empruntais une route de campagne. Et arrivé à un virage qui part sur la droite, je me retrouve, les phares éclairent une silhouette sombre au début, donc bon, je m'en inquiète pas plus que ça. Mais c'est après, en fait, j'arrive plein phare dessus. Là, je me dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Parce que c'était d'un noir que je n'ai jamais retrouvé encore maintenant. Un noir si profond que je sais que c'est compliqué à décrire. Des yeux jaunes, tout jaunes. Alors, je vois pas de pupilles, je vois vraiment que du jaune, légèrement en amande. Mais vraiment, je sais pas, j'aime ce jaune. C'était luminescent, quoi. C'était pas mes phares de voiture qui reflétaient sur ses yeux. Sinon, ça aurait été plus blanchâtre. Là, c'était vraiment un jaune, un très beau jaune. Et, euh, et donc, je remarque ça, ce noir et ses yeux jaunes. Et ce qui va me marquer le plus et me choquer le plus, c'est au niveau de ses bras. C'est-à-dire que, en fait, elle a des mains. Et elle utilise ses mains pour manger, en fait. Donc, comme nous, on utilise nos mains pour manger un sandwich ou un hamburger. Et c'est exactement ce que cette bête faisait. Donc, elle mangeait une partie d'une carcasse avec ses mains. Et là, ça a fait... mon cerveau a complètement vrillé. Parce que les gens souvent disent oui, mais Virgile, pourquoi on n'a pas de photos, pourquoi on n'a pas de vidéos, machin. Mais c'est très simple, c'est parce qu'on est humain. Voilà. Et les humains, Oui. qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de suite de rationaliser ce qu'ils voient. Et il ne faut pas leur en vouloir parce que c'est la preuve qu'ils sont très sérieux dans ce qu'ils voient et qu'ils veulent expliquer. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est pas forcément sortir le téléphone ou autre chose, c'est que le cerveau va de suite essayer de donner un nom à ce qu'il est en train d'observer. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'était Google Research. J'ai fait, mais c'est quoi? C'est une panthère noire, c'est un ours, enfin j'ai tout imaginé, quoi, tout y est passé. Sauf que rien ne correspond. Et pour te dire, j'ai même essayé de supprimer de ma mémoire le fait Mm. de voir ses bras voilà, et ses mains venir manger cette partie de carcasse qu'elle avait, parce que ça me chagrinait, quoi. Ça me faisait poser beaucoup trop de questions, parce que je savais que ce mouvement qu'elle a fait et le fait qu'elle mange comme ça fait vriller le cerveau, quoi. Là, on est perché d'un côté, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc, quoi. Et c'est vrai que j'ai essayé d'en parler dès que je suis arrivé chez ma petite amie de l'époque. Bon, j'ai vu que ça n'avait pas l'air de trop l'intéresser et que j'avais pas envie non plus de passer pour un joyeux luron, donc j'ai lâché l'affaire. J'ai gardé ça pour moi, mais dans ma tête, c'était une panthère échappée d'un zoo. Donc le temps que le cerveau essaye de comprendre, souvent, soit la chose est partie, ou soit on pense d'abord à sa sécurité parce qu'on est effrayé par ce qu'on est en train d'observer. Et donc, on n'a pas envie de s'amuser à prendre une photo ou un truc comme ça, parce que ça peut être aussi vu comme peut-être une attaque par l'animal, donc l'animal, ou appelez-le comme vous voulez. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué, que j'ai gardé secrètement caché à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment plus tard, quand je commençais à utiliser Internet, que voilà, j'ai fait mes recherches personnelles, je suis tombé sur des témoins américains, à Bray Road, tout ça, où là, ça m'a rassuré. Je me suis dit, tiens, il y a quand même des personnes qui observent une chose qui s'apparente à ce que moi, j'aurais pu observer cette nuit-là. Et puis, je suis tombé sur le travail de Linda Godfrey par la suite. Et puis, il y a eu ce fameux témoignage d'Alain en 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus précisément, qui a fait que là, j'ai été le jeune homme le plus heureux du monde, parce que je me disais, ça y est, il y a bien quelqu'un qui a vu quelque chose, en tout cas qui ressemble à ce que j'ai vu, donc je ne suis plus seul. D'où l'intérêt et l'importance aussi justement de ces communautés qu'on essaye de créer un peu chacun de nos côtés ou ensemble. Tu vois, finalement, t'as peut-être réussi au bout de quelques années à créer l'espace dont tu aurais eu besoin en fait à ce moment-là, c'est-à-dire un espace
où tu peux témoigner, où on te croit, où on te croit pas, mais en tout cas on te juge pas. Et c'est pas pour te brosser dans le sens du poil, mais je trouve ça vraiment génial que tu aies réussi à créer un peu une safe place pour que les gens qui ont vécu ce genre de choses puissent venir en parler sans avoir peur du jugement, quoi. Ben, je voulais vraiment arriver à faire quelque chose qui me ressemble. Donc voilà, j'essaye simplement de me dire que le travail que je fais sur la chaîne finira par payer un jour à travers les valeurs qu'elle propage, tout l'humanisme qu'il y a derrière, enfin j'espère en tout cas, et puis voilà, que le sujet soit traité honnêtement et sérieusement et sans jugement. Tu parlais tout à l'heure, enfin justement de ton expérience. Tu étais dans une voiture. Du coup, question un petit peu pour tous les deux, parce que Oui. moi je pense que la question s'applique à divers secteurs. Tu parlais des États-Unis. Il y a une notion qui fait son petit chemin un peu aux États-Unis, qu'on a du mal à amener un peu, mais en France, mais qui moi me semble extrêmement intéressante. Donc à nouveau, tu parlais de voiture, et c'est toute cette notion de liminalité lorsqu'il y a des phénomènes. J'ai l'impression, mais vous allez me dire, parce que vous êtes plus spécialiste que moi là-dessus, que également, lorsqu'on recueille des témoignages de gens ayant vu des UFO ou des UAP, ou des témoignages de gens ayant fait face à un cryptide ou une créature ou autre, il y a quand même souvent cette notion de liminalité. Donc quelqu'un qui se balade, ou quelqu'un qui va être en voiture ou dans un autre moyen de locomotion, ou en tout cas quelqu'un qui passe, c'est-à-dire pas quelqu'un qui est chez lui et qui regarde par la fenêtre du salon et qui voit quelque chose. Est-ce que vous, dans les témoignages que vous avez, autant l'un que l'autre dans vos secteurs de spécialité, la liminalité, c'est quelque chose qui ressort? Ah oui, complètement. Il y a une grande diversité, hein, ça revient régulièrement, ouais. Alors moi je dirais pareil, et ce que je remarque de plus en plus, et là je pense que Bruno pourra le confirmer aussi, Oui. c'est cet effet ose. Et dans l'ufologie, il me semble qu'on en parle aussi, hein. Alors dans l'ufologie, l'effet O, c'est quelque chose de très connu. Et dans la cryptozoologie, ça a aussi lieu. Donc c'est un truc vraiment en commun. Et je m'aperçois que bah, c'est plus fidèle que je crois, quoi. Mm. C'est vraiment un truc qui correspond. Tu C'est peux ça. nous expliquer un peu ce que c'est l'effet Oz? En fait, c'est quand les personnes, les témoins se retrouvent face à un phénomène ufologique ou une observation de cryptide, c'est qu'il y a un silence qui se fait autour d'eux. Alors là, D'accord. pour moi, il y a trois facteurs. Soit c'est parce qu'on a affaire au super prédateur, et donc tout le monde la ferme parce qu'ils n'ont pas envie de se faire becter. Soit il y a quelque chose qui se passe avec l'environnement, c'est-à-dire que la créature apparaît, mais en même temps, elle a un pouvoir aussi sur ce qui l'entoure, ce qui crée cet Mhm. effet de capsule un petit peu, de silence total. Et après, ça peut être, la troisième chose, le fait d'observer quelque chose qui est hors du commun. Et donc, comme le cerveau n'est pas habitué à voir ce genre de choses, et on n'y est pas préparé, on n'a pas été éduqué pour ça, au contraire, on nous dit presque on est des fous si on parle de ce genre de choses. Donc du coup, on se focalise sur l'observation dont on fait face, et du coup, notre cerveau n'est utilisé que sur que sur ce qu'on voit. Et du coup, on Mhm. oublie les autres sens, en fait. Et donc, Ouais, à il est partir... focus sur la vision, quoi. Exactement. Oui. Et du coup, on fait abstraction de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend autour de nous. Et là, ça Mhm. pourrait expliquer qu'en fait, peut-être que non, finalement, il n'y a pas d'effet dose, mais ça nous donne cette impression parce que le cerveau est, comme tu l'as dit si bien, est focus sur ce qui... On n'est pas censé voir ce genre de choses, en tout cas, on ne nous prépare pas à ça. Et du coup, ce qui crée peut-être cet effet ose. Je suis d'accord avec toi. Donc bah, c'est se retrouver dans un lieu hors du temps, tout s'arrête. Et les témoins ont l'impression qu'ils sont passés carrément dans une autre dimension. Et c'est ça tout à fait l'effet O, ça. Ça veut dire que c'est vraiment en regroupant les témoignages, et au final c'est à ça que sert aussi hein, ce long travail d'interview et d'archives, on Exactement. arrive à retirer quelques notions qui font sens à plusieurs témoignages, et donc il y aurait cet effet hausse. Alors en parlant de mixer un petit peu les spécialités, alors à nouveau chez nos cousins américains, c'est quelque chose qui est très très répandu, qu'on fait un peu moins en Europe et surtout en France,
qui moi me semble intéressant. Vous allez me dire si vous, ça vous parle. C'est justement tout ce que les Américains vont appeler la high strangeness, donc l'étrangeté haute, importante, qui en fait que finalement le fantôme, le dogman, les cryptides, les UFO, les aliens, les gobelins, toutes ces choses-là devraient en fait faire partie d'une seule et même bulle. Et c'est important de croiser et de recroiser les témoignages parce qu'en fait, on se rend compte que, par exemple, voilà, j'évoquais Bigfoot. C'est vrai qu'on se rend compte que de plus en plus de témoins de Bigfoot évoquent en même temps Bigfoot, mais aussi une apparition dans le ciel ou des orbes ou voilà ce genre de choses. Est-ce que vous, ça vous parle, cette espèce de mélange finalement de toutes ces étrangetés qui seraient comme imbriquées les unes dans les autres? Alors moi, pour moi, il y a vraiment un grand lien en fait avec la grande diversité. En fait, c'est plus que ça s'assemble. En fait, il y a des mondes qui se croisent. Pour moi, c'est multidimensionnel. Donc ces Mhm. mondes se croisent et on peut rencontrer des fantômes, on peut rencontrer des ovnis, on peut rencontrer des êtres de la nature. Et tout ça dans des mondes différents, mais qui sont bien sur notre Terre à nous. Oui, Euh, d'ailleurs, Bruno, je suis tombée de ma chaise tout à l'heure parce que je regardais une vidéo dans laquelle tu intervenais. oui. Et c'est la première fois que je lis ou que j'entends dans une vidéo ou dans un livre ou peu importe, quelqu'un évoquer les élémentaux. Ah mais complètement, Euh, qui complètement. sont voilà qui à nouveau qui sont des choses complètement normales chez nos cousins anglo-saxons. J'essaye d'en parler un petit peu, donc je vais rappeler donc les élémentaux ou en anglais les elementals, c'est ce que nous on va appeler les fées, les gobelins, les gnomes, enfin les trolls, ce genre de choses. C'est complètement, pas complètement, j'exagère, mais on va dire dans la communauté c'est plutôt accepté. En France, pas du tout. Et ou en tout cas, on en parle peu. Et c'est vrai que quand je t'ai entendu dire ça dans une vidéo, je me suis dit, mon Dieu, mais Mazel Tov, comme on dit chez moi, parce que Oui. j'entends jamais personne en parler en France. Alors en fait, le sujet des élémentaux, des êtres de la nature, c'est plus que présent en France. Là aujourd'hui, je me suis retrouvé avec Virgile, interroger le témoin, il m'a parlé d'élémentaux. Comme quoi, dans la Génial. région de Bugarache, il y aurait énormément d'observations Ah, d'élémentaux. Donc, c'est plus que présent. Et en fait, tous ces mondes se croisent et il y a des vortex qui s'ouvrent. Enfin, c'est très varié, en fait. est-ce que toi, à un titre complètement personnel, Bruno, Oui. tu y crois? Ah oui, j'y crois entièrement. Bah, du coup, Virgile, je sais pas finalement si le dogman, euh, c'est vrai que bon, c'est un cryptide, mais quand il y réfléchit, ça pourrait aussi, pourquoi pas, faire partie des élémentaux. C'est une notion qui te parle, ça? Alors, bien évidemment, j'aimerais que le Dogman soit un super protecteur de machin, de tout ça. Bien Ouais. évidemment. Le truc, c'est que moi, si je me réfère qu'à mon observation, bien sûr que je pourrais aussi me dire que c'est juste un animal qui traînait par là et que pour l'instant, on l'a juste pas répertorié. Ceci dit, si je réfléchis et fais mon enquête juste à travers mon observation, ben, je vais manquer d'éléments, je vais pas beaucoup avancer. Ou alors je vais me faire une théorie très simpliste. Voilà, c'est un animal, il doit se cacher à droite à gauche, et puis bon, ben, il passe à l'as à chaque fois, et puis basta. Sauf que non, moi je me laisse le temps. Comme je dis, peut-être que de notre, ben, sûrement même de notre vivant, on aura peut-être appris quelques trucs en plus, quelques éléments à cette enquête en plus. Je dis enquête en général, hein, Bruno, parce que ça concerne un peu tout le monde en ce qui concerne ce thème du mystère. Mais je suis pas sûr que, ouais, de notre vivant, on sache tout. Euh, il faudra peut-être plusieurs vies là aussi pour vraiment avoir le fin mot de ces histoires, d'où ils viennent, comment ils viennent. Maintenant, voilà, tout cela n'est que théorie. Moi, je reste ouvert parce que d'autres créatures. Je me dis, tiens, le Mothman, il a les yeux rouges. Il est noir aussi. C'est bizarre, on parle souvent du Dogman noir avec des yeux rouges. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de liens comme ça à faire, où je me dis que si on veut vraiment mener une enquête saine et bien ficelée,
il faut s'intéresser un petit peu à tout ce qui touche l'étrange, et donc l'ufologie en fait partie. Alors la chasse aux fantômes aussi, parce qu'on parle de personnes qui reviendraient de notre monde en tout cas, ou qui seraient encore présents ici dans le nôtre. Est-ce que tout cela est lié? Bonne question. Je continue à chercher, je continue à essayer d'en savoir plus. Il est clair que il y a peut-être une part de réalité, c'est certain. En tout cas, moi, je l'ai eu sous mes yeux. Mais à un moment donné, il y a une part, ce pourcentage qui me fait penser qu'il y a quelque chose de plus. Et cette chose de plus, c'est peut-être ce qu'on appelle le surnaturel, le paranormal. Tout à fait. Donc voilà, je me laisse le temps et je me laisse surprendre. Et j'en apprends de plus en plus chaque jour, chaque semaine et chaque mois auprès de différents intervenants, parce que moi j'aime répéter, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un expert, je me spécialise certes, et si un jour on me donne comme appellation spécialiste, eh bien c'est parce que soit je l'aurais mérité, ou soit c'est parce que les gens le veulent, mais ça sera pas moi. J'ai presque envie d'en rester là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser une dernière question à tous les deux, qui va peut-être vous paraître étrange. J'ai pas envie de l'expliquer, j'ai envie que vous répondiez le plus, j'ai presque envie de dire, viscéralement possible. Devons-nous croire aux monstres? Pour moi, oui, parce qu'il y a une certaine réalité depuis le temps qu'il y a eu des apparitions, depuis l'histoire de l'humanité. Le monstre, qu'on appelle le monstre, a toujours été présent. Que ça soit le loup-garou, le Mothman. Le Mothman, il est présent depuis très longtemps, dans le folklore indien notamment. Et d'autres créatures, on parlait des élémentaux, ça a toujours été présent. Pour moi, oui, c'est une réalité, oui. Alors pour moi, je dirais qu'il faut croire aux monstres pour rester connecté au merveilleux. Mais que ces monstres qu'on imagine monstrueux et méchants ne le sont peut-être pas finalement. Et j'aime imaginer qu'ils sont là pour, à travers le fait qu'ils se montrent, peut-être qu'il faut comprendre quelque chose derrière. Quelque chose qui est en lien avec nous, quelque chose qui nous connecte à quelque chose de plus grand, ou pour nous alerter, et pas forcément pour nous faire du mal et tout ça. Et donc quand ces choses-là se montrent, et je prends l'exemple du Dogman, grogne ou autre, c'est juste pour nous expliquer que peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre derrière son grognement, le pourquoi je le vois et pourquoi il est là à ce moment-là. Voilà, j'ai envie de croire qu'il y a quelque chose de positif à gratter derrière et pas forcément quelque chose de négatif. Maintenant, je peux tout à fait me tromper et ça ne me dérange pas du tout. Mais il n'y a pas de mal à l'envisager en tout cas. Merci énormément d'avoir De rien, répondu à mes Lisa, c'est questions normal. et d'avoir réfléchi à tout ça. Avec grand plaisir. J'invite les gens, bien évidemment, je mettrai tous les liens en description, à vous suivre lorsqu'il y a des réseaux, etc. Virgile, sans trop en dire, je crois qu'il y a quelque chose qui va arriver sur Discovery. Alors oui, donc j'ai signé avec Discovery Channel à America. Donc voilà, je pense que d'ici l'année prochaine, une bonne partie des Américains, parce que Dieu sait qu'ils sont friands de ça, vont me voir dans une émission qu'ils aiment énormément et qui est liée bien sûr à l'univers du mystère et des cryptides. Je dis mystère parce qu'ils traitent parfois aussi certaines histoires liées au paranormal, comme les fantômes et tout ça, enfin en tout cas des lieux qui sont empreints de mystère et de mémoire passée. Je peux pas en dire plus forcément parce que j'ai signé un droit de garder. Puis les Américains, ils rigolent pas avec ça. Hein. Ouais, non. Donc je pourrais en parler, enfin je pourrais en dire plus quand les émissions sortiront aux États-Unis. Pour l'instant, je ne peux rien divulguer de plus. Voilà. Mais ça a été une sacrée expérience. Et quand ça sortira et que on aura le droit d'en dire plus, je te réinviterai pour parler un peu plus de tout ça, parce que je pense que ça va être une autre expérience et que tu vas avoir plein de choses à raconter, je pense. Oui, énormément.